Le Genesis GV70 électrifié a commencé sa vie comme un véhicule thermique. Aujourd'hui, à Plus de Millage, je vais vous montrer qu'une conversion thermique à électrique, c'est pas si pénalisant des fois. Lorsque c'est bien fait, dans le cas du GV70 électrifié, c'est très bien fait. On va faire le tour du véhicule, on va aller à l'intérieur, on va faire les patentes Zégugus, on va aller sur la route et aussi je vais vous dire combien coûte ce magnifique exemplaire de transition énergétique bien exécuté. Allons-y. Ce qui est intéressant du GV70 électrifié, pour le reste de la vidéo, je vais l'appeler juste le GV70 parce que là, ça va faire beaucoup trop de mots, c'est que ce que l'équipe de Genesis / Hyundai ont fait, c'est qu'ils ont pris tous les composants qu'ils avaient là, dans leur boîte à outils, là, plateforme EGMP. Hein, on parle ici là, du Genesis GV60, le EV6, le EV9, Ioniq 6, Ioniq 5 et j'en passe. Ils ont pris tous ces composants-là, une architecture 800 volts, et ils ont intégré ça à la carrosserie d'un véhicule thermique, à la structure d'un véhicule thermique, ce qui a aussi créé des situations intéressantes comme le positionnement du port de recharge de ce véhicule-là qui est complètement à l'avant. Là, vous allez me dire, Alexandre, OK, ça change quoi? Que lorsqu'on convertit un véhicule thermique à véhicule électrique, souvent, ça fait plus de sens de mettre le port de recharge à l'avant puisque, d'un point de vue d'architecture, les composants se ramassent tout à l'avant. Donc, c'est un peu pourquoi ils font ça ici, voir là, Kona, EV, Niro, même genre de situation. Pour ce qui est du gabarit du GV70 ici, c'est un véhicule qui est plus grand qu'un XC40 électrique, plus grand qu'un Audi Q4 e-tron. Hein? Ça, c'est des véhicules de luxe dans la même catégorie. Mais ça serait beaucoup plus petit que quelque chose comme un Cadillac Lyriq. Cadillac Lyriq, c'est un véhicule très, très long, beaucoup plus gros. Donc, là, c'est là, qu'on se place. Là, on se place là, comme grosseur modèle Y, grosseur BMW X3. Mais là, ça, c'est des véhicules qui ne sont pas exactement là, dans le même créneau que lui. Mais pour vous donner une idée là, de gabarit, c'est pas mal ça. Puis lorsqu'on regarde le style de ce véhicule-là, bien, en réalité, on pourrait facilement le confondre avec le GV70 thermique. Hein? La grille est un peu différente, on a un choix de roues différent, mais globalement, c'est la carrosserie du GV70 thermique. Même que dans l'usine là, en Alabama, où est-ce que Hyundai assemble le Santa Fe, le Santa Cruz et autres véhicules, bien, les deux versions thermiques et électriques du GV70 sont assemblées sur la même ligne. Hein? On voit ici qu'il y a énormément de polyvalence sur cette plateforme basée propulsion thermique qui a été adaptée pour les véhicules électriques. Comment est-ce que Genesis a exécuté la transition de thermique vers électrique dans ce véhicule-là et pourquoi que je dis que c'est si bien exécuté? On commence par la structure du véhicule. Dans le fond, les véhicules Genesis, là, sauf le GV60, sont tous basés sur la même architecture, qui est une architecture moteur à l'avant, longitudinale et propulsion. Ce qui était intéressant dans le GV70, lorsqu'on passe à la version électrifiée, Genesis remplace la partie du plancher et la batterie de 77,4 kWh, qui est la même batterie qu'on verrait dans le Ioniq 5, dans le EV6, dans le Ioniq 6, batterie à 800 volts. Bien, elle est placée là, juste ici, sandwichée, bien attachée au bas du véhicule, et moteur à l'avant, moteur à l'arrière, qui ont été récupérés du Ioniq 5, sont placés là, dans le véhicule et la conversion est terminée. Et c'est ça qui est si impressionnant de ce véhicule-là. Lorsqu'on le conduit, lorsqu'on opère, lorsqu'on interagit avec le véhicule, bien, on pense que c'est un véhicule dédié. La recharge rapide de 10 80 en 18 minutes, là, 350 kW, tout ce que vous voulez. On peut même exporter de l'énergie avec ce véhicule-là. On va vous le démontrer plus tard. On va vous le montrer plus tard. Hein, on a le petit accessoire là, avec une prise 120 volts là, qui permet de sortir de l'énergie du véhicule. Aussi, on a tous les contrôles de freinage régénératif qu'on connaît bien là, du groupe Hyundai, Kia, Genesis. C'est vraiment bien exécuté comme transition parce qu'en réalité, on pourrait penser que ce véhicule-là a été designé de zéro pour être un véhicule électrique, puisque étant donné qu'il y a dans les constructeurs peut-être top 3 en termes là, de la qualité là, et de l'avancée de leur plateforme électrique, bien, ils sont quand même capables d'utiliser ces composants-là designés seulement pour des véhicules électriques, puis même les adapter à des plateformes thermiques. Sous le capot du GV70, c'est là qu'un œil averti se rend compte que c'est une voiture là, qui utilise deux technologies de propulsion, soit thermique ou électrique. Parce que lorsqu'on regarde sous le capot puis on fait fi des plastiques, bien, on remarque une architecture qui est propre à un véhicule thermique. Ça, c'est correct. Mais quand même, Genesis / Hyundai ont ajouté des touches qui sont propres à leur véhicule électrique. On a le petit coffre à l'avant ici, hein, d'à peu près 25 litres. Ici, le câble de recharge niveau 1, niveau 2 s'y retrouve
selon moi, c'est la meilleure utilisation pour cet espace-là. Il y a des vis de 10 mm, on pourrait les enlever. Puis qu'est-ce qu'on verrait là, sous ça? Bien, on verrait le chargeur interne, on verrait la thermopompe. Oui, hein? La thermopompe des véhicules EGMP a été intégrée à cette plateforme un peu hybride. Parfait, parce que c'est ça que ça prend, parce que c'est un véhicule qui, nativement, étant donné qu'il est converti, va être moins efficace qu'une voiture électrique là, designée de zéro. Le liquide lave-glace est juste en haut, à gauche, là, du côté passager. J'ai l'impression, regardez, là, si je me déplace, que j'arrive en plein hiver, j'ouvre, grosse ouverture, puis là, je veux prendre mon bidon de lave-glace. C'est un peu étriqué ici, là, avec le vérin là, du capot. Hein, merci, il y a des vérins de capot, mais ici, là, ça aurait dû être replacé là, vers l'avant, mais il y avait probablement des contraintes d'ingénierie là, pour placer les composants ici, ou peut-être même faciliter l'assemblage là, sur la ligne. On va maintenant ouvrir l'espace cargo du GV70. Ça m'a pris un certain temps de trouver le bouton. Hein, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? C'est pas naturel, mais en réalité, regardez, on nous a laissé un beau petit bouton ici. On appuie. Honnêtement, ça prenait un haillon automatique ici. C'est un véhicule haut de gamme. C'est normal. On a un espace cargo relativement spacieux, là, quand même assez carré. On peut placer beaucoup de valises, très bien. Et aussi, on a beaucoup de rangements là, sous le plancher où on peut ranger le cache-bagages. Plus loin, on a l'accessoire V2L que Hyundai appelle, que Genesis appelle, qu'on va vous montrer plus tard. Ça permet de brancher là, des appareils 120 volts. Manuel d'instruction, kit de gonflage, parce qu'évidemment, il n'y a pas de roue de secours dans ce véhicule-là. Ça commence à être la norme. On a aussi des poignées faciles d'accès pour baisser la deuxième rangée. On n'a qu'à tirer ici et évidemment, ça baisse à plat. Regardez-moi ça. Ça, là, beaucoup de constructeurs le font. Il y en a que c'est électrique. Moi, je préconise d'avoir un système à ressort comme ça, utilisant des câbles. C'est beaucoup plus fiable là, avec le temps. Regardez ça. En un tour de main, on a un espace cargo là, relativement gros. On peut charger énormément dans ce véhicule-là. Puis je vous rappelle qu'on est dans un véhicule thermique qui a été converti en électrique. L'espace cargo n'est pas vraiment affecté, un peu, mais presque pas. À l'arrière du GV70, on retrouve un espace pour les passagers qui est confortable, matériaux de qualité, puis on a là, un peu de fonction utile. On peut là, ajuster la banquette là, sous plusieurs angles. Regardez, là, je peux la ramener beaucoup plus droit. Ça, c'est peut-être plus pour maximiser l'espace puis des courts trajets. Puis aussi, on peut là, rabaisser le dossier là, très, très loin pour une position beaucoup plus relaxante. On va le remettre dans une position normale. Ensuite, là, tous les matériaux ici sont de qualité. Surface moussée, surface cuir, qu'elle soit véritable ou artificielle. Contrôle de climatisation. Puis on a aussi le 2 ports USB-A. Aussi très intéressant. Ça, on voit ça sur beaucoup de véhicules Genesis, Kia, Hyundai. Bien, ici, avec 2 boutons, là, on peut ajuster le siège passager facilement. Peut-être pour placer un banc pour bébé ici, ou peut-être vous voulez transporter des choses. Regardez, ça, c'est super pratique d'avoir ces boutons-là. On n'a pas besoin de se contorsionner. Un point amélioré, l'angle du siège devrait être un peu plus prononcé là, pour venir épouser le bas de mes cuisses. Mais évidemment, ça dépend toujours de votre morphologie, grandeur, hein, tout ça, mais ça reste un véhicule qui a été designé pour l'Amérique du Nord. Donc, théoriquement, devrait être adapté là, au nord-américain moyen. À l'intérieur du GV70, on a un des pare-soleils pour le toit panoramique les plus rapides à l'ouverture que j'ai vu de ma vie. On appuie. C'est le plus rapide. C'est un espace où il fait bon vivre. Je dis ça souvent de beaucoup de véhicules, mais ici, on a un look là, très arrondi, tout en douceur. On a énormément de boutons, là, plus de 40 surfaces qu'on pourrait qualifier de boutons dans cet intérieur-là, incluant le volant. On a un combiné d'instruments tout à fait numériques à l'avant. On a un écran panoramique à l'avant pour la navigation au système d'infodivertissement. Vous remarquerez qu'il est quand même loin hein, de ma main. On a un peu, là, comme beaucoup de constructeurs de luxe, une roulette pour l'utiliser. Mais ne soyez pas inquiets, il est tout aussi tactile. Très bonne réponse, facile à utiliser. C'est juste que, vous voyez, il faut que je m'avance un peu plus pour l'utiliser. Ça, c'est un peu différent, mais ça, c'est propre là, à toute là, la gamme du GV70, qu'elle soit électrifiée ou thermique. C'est pas important ici. Mais j'aime beaucoup ici la console de contrôle ici, que quelquefois, hein, avec le levier de vitesse ici en drive, marche arrière, position de stationnement, on peut des fois se tromper avec la roulette. Écoutez, il faut toucher. Hein. Ici, c'est molleté. Ici, c'est plus comme un cristal. Il faut juste faire attention. Prise en main du volant, ça va très bien. On a des palettes au volant pour gérer le freinage régénératif.
qui fonctionne exactement comme tous les véhicules de la plateforme GMP. Puis ça, c'est ça qui renforce aussi l'impression que c'est un véhicule électrique qui a été designé de zéro. C'est que tout ce qu'on retrouve dans un véhicule électrique de la gamme Hyundai, Kia, Genesis, bien, il est ici. Il n'y a aucune différence. Les applications, l'interface, la façon qu'on utilise les véhicules, c'est tout pareil. On n'y voit que du feu, c'est très bien. Confort du siège, très impressionnant. Beaucoup de positions pour le conducteur. Passager un peu moins, mais on a une fonction massage avec 3 modes qui fonctionne bien. C'est plus un massage pour enlever des courbatures lorsqu'on fait de la longue route. On peut aussi ajuster la fermeté du bas du siège. C'est un peu comme un siège de première classe dans un avion. Là. Il y a des pochettes d'air à l'intérieur de ça. On peut les gonfler, dégonfler. C'est relativement intéressant. Ça peut s'adapter à beaucoup de personnes. Puis ensuite, là, toutes les surfaces qu'on touche, c'est vraiment de la qualité. Aucune sonnette dans ce véhicule-là. On a un appliqué faux suède sur le toit ici. Je ne suis pas super fan. Là. Ça devient quand même salissant vite. J'aurais juste pris là, un tissu là, synthétique habituel, puis ça ne m'aurait pas fâché du tout, mais bon, c'est ce que Genesis a utilisé. On voit très, très bien à l'avant du véhicule, malgré que le véhicule a un très long capot, et on a un affichage tête haute. Je vous dirais que toutes les surfaces de contrôle ici, malgré qu'elles sont différentes, fonctionnent là, dans le même esprit là, que n'importe quel nouveau véhicule Genesis, Hyundai, Kia, je le répète. C'est à peu près tout le même logiciel, malgré que Genesis a un logiciel un petit peu plus liché, avec un écran plus gros. Puis on a un excellent là, système de son Lexicon là-dedans, très, très puissant. J'ai vraiment apprécié ma semaine avec. On peut écouter de la musique à tue-tête, puis ça pousse beaucoup comme système de son. C'est très, très intéressant ici. Et c'est un véhicule qui est extrêmement bien insonorisé. Puis ça aussi, ça renforce l'effet de cocon lorsqu'on écoute de la musique là, sur la route, là, puis on fait juste là, disparaître là, avec l'air de la musique. Bon, c'est maintenant l'heure des patentes aiguës. Et dans la gamme Genesis, il y a une fonction assez particulière que vous ne serez peut-être pas capable de bien voir, mais on a une option d'un tableau de bord 3D. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu comme une Nintendo 3DS, la petite console de jeu portable. Derrière l'écran principal là, du combine d'instruments, il y a un autre écran. Puis qu'est-ce que cet écran-là permet de faire? C'est de prendre l'armature virtuelle là, des compteurs juste ici et de la projeter plus loin, puis faire un effet de profondeur entre le petit menu après recharge ici et les indications sur le bas. Évidemment, sur une caméra, c'est quasiment impossible à voir, mais en ce moment, moi, ce que je vois, c'est que mon indicateur de vitesse et mon indicateur de puissance sont beaucoup plus loin à l'intérieur du panneau d'instruments que ce que vous pourriez voir. Puis là, si je le désactive, est-ce qu'on va voir une petite démarcation? Ah, peut-être. Vous voyez peut-être une variation là, de la luminosité de l'écran, mais après ça, tout redevient là, complètement sur un seul plan. Ça, c'est la première patente aiguës qui est particulière de ce véhicule-là. Aussi, qu'est-ce qu'on a ici? On a un système de caméra 360 assez impressionnant. On appuie ici. Là, on a caméra 360 traditionnelle, tout ça. Mais lorsqu'on appuie ici, ploup, on a une vue extérieure du véhicule composée là, avec toutes les caméras sur le véhicule. On voit ça chez BMW, chez Toyota, on voit ça dans plein de constructeurs haut de gamme. Ici, l'exécution chez Hyundai, c'est excellent. C'est doux, on voit très bien. Là, même lorsqu'on a un véhicule très, très proche de nous, il est très bien représenté. Puis ça nous donne une très bonne idée là, de comment déplacer le véhicule dans des espaces restreints. Dans ce véhicule-là, on pourrait se dire, Alexandre, où est le chargeur sans fil? Et il est ici. Donc, on fait juste glisser là, son téléphone là. La petite lumière, chi, va allumer. Puis là, on recharge sans fil. Puis on peut même refermer le compartiment. C'est un compartiment qui n'est pas ventilé. Donc, certains téléphones peuvent venir très, très chauds. Mise en garde ici. Les contrôles, la climatisation, traditionnels puis pas traditionnels en même temps. Là, qu'on peut voir, c'est pas des boutons tactiles, c'est un pavé complet là, qui va prendre là, vos commandes ici. On a 2 roulettes de la climatisation, ça c'est assez traditionnel. Puis ici, on a un écran tactile là, pour toutes les options, siège ventilé, chauffant, position de la ventilation, puis pour synchroniser. Puis ici, on a les boutons traditionnels Kia, Hyundai, Genesis là, pour juste rappeler les fonctions importantes du système d'infodivertissement avec ma touche préférée qui est la touche favori. Que ici, habituellement, je mets Android Auto. Je n'ai pas mon câble parce que c'est Android Auto seulement avec fil ou CarPlay avec fil. Voiture de 85 000 ça, c'est vraiment surprenant. Et aussi, j'ai mon autre favori sur le volant que j'aime beaucoup, qui est un bouton rapide vers le mode EV, où est-ce que je peux aller chercher des informations super pertinentes comme gérer mes limites de recharge, le pourcentage d'énergie qui s'est déplacé, où est-ce qu'il a été envoyé depuis qu'on a allumé le véhicule. Et voyez-vous, là, on ne fait qu'utiliser de la climatisation, tout ça. Et on a l'historique de la consommation du véhicule qu'on va consulter ensemble pour vous montrer ce que j'ai fait. Regardez là,
Ça, c'est mes petits voyages, mes distances. Regardez la consommation quand même, là, 19, 20, 21, 20, 21. Puis il y a d'autres trajets ici, le 28.8, ça, c'était de la conduite engagée pour aller tester la performance, la puissance, tout ça. On va refaire un petit segment comme ça tantôt. Mais là, lorsqu'on se calme puis on roule tranquillement, hein, je suis dans la grande région de Toronto, beaucoup d'autoroutes là, à haute vitesse, beaucoup de boulevards urbains, mais aussi beaucoup de circulations très, très denses. C'est un véhicule qui fait entre 19 et 22 kWh par 100 km. On va aller utiliser l'adaptateur pour se brancher là, sur le 120 volts avec la batterie. Je vais vous montrer là, deux façons de le faire. On va démarrer le véhicule. Ici, on a transfert de charge, V2L. On appuie là-dessus. On s'assure qu'on est à 20 minimal, donc on va pouvoir utiliser la batterie. La batterie est à genre 77 %. En plus d'avoir l'accessoire, le V2L ici, qui se branche à l'extérieur du véhicule pour avoir le véhicule verrouillé, on a aussi une prise 120 volts, 16 ampères ici. Donc, ça va être la même quantité d'énergie qui va sortir là, des deux. C'est juste qu'avec lui, ça peut être un peu plus permanent, style comme dans un camping, puisque le câble va être à l'extérieur du véhicule, puis c'est à l'abri des intempéries. Puis c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, mais à la fin, vous pouvez brancher peut-être pas un micro-ondes de 1200 watts, là, mais une bouilloire nord-américaine, là, puis beaucoup d'accessoires là, qui vont chercher là, 15 à 16 ampères, là, ça va fonctionner ici. Bon, on s'approche du port de recharge du véhicule. On a notre connecteur, hein, un J1772. On le connecte. Là, on peut ouvrir la boîte ici. Et voilà, là, vous voyez, on a une alerte ici. On appuie sur On. Oh, là, la mécanique commence à faire du bruit. Là, ici, je vais juste prendre mon chargeur de batterie de caméra, mettre ça ici. Puis là, on va aller chercher une batterie de caméra, voir si ça charge. Donc, j'ai récupéré ma petite batterie de caméra Sony. Je la pose dans mon chargeur. Évidemment, ça, c'est une application basse puissance, là, mais... Lumière rouge veut dire qu'on recharge. Tous les voyants sont au vert, donc on est en train de recharger, là, utilisant la prise. Évidemment, c'est un exemple un peu niaiseux, mais ici, pensez, j'aurais pu brancher un réfrigérateur qui aurait été juste là. Ça aurait fonctionné de la même façon. Lorsque la batterie du véhicule se rend à 20 %, l'opération de cet adaptateur cesse, puis là, on ne peut plus rien faire. Maintenant, la grande question, c'est combien ça coûte un GV70 électrifié? Le prix de départ de ce véhicule-là, de 84 650 $. Donc, premièrement, là, aucune subvention ici, on n'en parlera pas, c'est pas éligible. Pour 84 650 $, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a tout. Il n'y a qu'un modèle, une seule configuration. Il faut juste choisir la couleur de l'intérieur et la couleur extérieure. Ça, c'est bien, c'est un peu le modèle qu'on verrait peut-être chez Tesla, là, à part qu'il faut choisir la batterie. Mais c'est pas un véhicule qui se compare nécessairement à une Tesla. Ce qui va se comparer plus à un Mercedes-Benz GLB, même si le GLB a 7 places. Ça va se comparer plus aussi à un Q4 e-tron. Le Macan électrique est probablement beaucoup plus cher et beaucoup plus performant que ce véhicule-là, donc c'est peut-être pas la meilleure comparaison. On pourrait penser aussi... Il y a des gens qui m'ont dit, Alexandre, Tesla Model Y Performance, oui, en termes de prix et peut-être de performance, mais la qualité de l'intérieur est plusieurs mondes supérieurs à l'intérieur du Genesis GV70 qu'à l'intérieur du Model Y. C'est juste des véhicules qui n'ont pas vraiment le même prix de départ, pas la même clientèle, c'est un peu logique. Mais je vous dirais, là, les plus proches concurrents, là, Q4 e-tron chez Audi, BMW iX, c'est un petit peu plus cher. Lexus RZ serait peut-être le meilleur comparatif, mais le Lexus RZ est beaucoup moins performant et beaucoup moins facile à vivre de tous les jours là, comme véhicule électrique que ce véhicule-là. Donc, à 84 650 aussi, si on parlerait des spécifications, ici, là, on a la batterie de 77,4 kWh, architecture 800 volts. On a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, 429 chevaux. Et on a accès là, à la recharge ultra rapide, que Hyundai aime l'appeler, sur une borne 350 kW, mais en réalité, c'est une vitesse en pointe là, de 235 kW pour une recharge rapide 1080 en 18 minutes. Donc ça, c'est bien, mais pour ce prix, tout inclus, comme Genesis aime l'appeler, vous avez tout ce que vous avez vu dans cette vidéo-là. Donc ça, c'est quand même bien. Il n'y a pas d'attrape ici. Là, vous payez un prix relativement élevé, puis vous avez tout le package. Ça, c'est excellent. On a même là, beaucoup de configurations du mode de conduite. Ici, là, si on appuie sur le petit levier Drive, on va avoir le mode sport, le mode confort, le mode éco. Puis lorsqu'on met en mode sport, mon siège se resserre là, sur mes côtes, donc ça nous donne un support supplémentaire. Lorsqu'on se met en mode éco, ça devient plus mou. Et dans ce véhicule-là, inclus dans le prix, tout inclus, on a une suspension adaptative. Donc lorsqu'on est en mode sport, beaucoup plus ferme. Lorsqu'on est en mode éco, confort, beaucoup plus mou. Et si on appuie aussi, on a un mode terrain que je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, mode neige, mode boue et mode sable. Puis là, il y a plein de composants, puis d'aide à la conduite là, pour le hors-route qui s'active, mais c'est pas ça qu'on va tester aujourd'hui.
on va se mettre en mode sport puis on va se diriger sur la route. Au volant du GV70 électrifié. On va faire un petit bout en mode sport parce qu'il y a vraiment une différence en mode sport. Pour ça, on va retourner en mode éco, confort, peu importe. Puis on va continuer la revue. On a à peu près 425 chevaux avec les deux moteurs. Et on a un mode spécial là, sur le volant qui s'appelle le mode Boost. Que pendant 10 secondes, ce que ça vous donne, c'est 482 chevaux. Puis après ça, on revient à un humain normal. Est-ce que c'est puissant? Oui. Les pneus crient, c'est comique. Mais c'est un véhicule qui est très lourd. 2235 kg. Puis lorsqu'on reprend nos esprits puis on est sur la route, mais qu'on est en mode sport, ce qu'on remarque, c'est que la suspension est beaucoup plus ferme, mais le caractère confortable et souple du véhicule n'en est pas affecté. C'est ce qui fait que c'est un véhicule que j'ai trouvé vraiment intéressant à conduire en mode sport tout le temps. Il y a un effet sur l'économie, il y a un effet sur l'autonomie et sur la consommation, bien sûr. Il n'y a pas de problème ici, là. Mais d'un point de vue dynamisme, c'est intéressant. Ce que j'ai trouvé très, très malheureux dans ce véhicule-là, puis c'est dû probablement à sa grosseur, sa masse puis ses pneus, c'est que le centre du volant, là, lorsqu'on veut corriger un peu la direction, c'est très, très élastique. Là, on manque de précision là, au centre de la direction. Et là, c'est soit la calibration de la direction ici de la part de Genesis. On voulait conserver là, vraiment un confort, une souplesse, une facilité à conduire sur la longue route. Et probablement aussi, vu que c'est un véhicule très lourd, bien, les pneus là, sont relativement mous, malgré qu'on est chaussé en pneus Michelin de tourisme / sport, des Prémacito, des pneus avec une bonne adhérence pour des gros VUS. Mais c'est pas un Pilote Sport 4S, c'est pas un pneu super sport. Donc, petite place à améliorer ici. Mais calibration de la suspension, c'est bien. Même si on est en mode sport, par contre, lorsqu'on met l'accélérateur à fond, énormément de roulis, pas du roulis, mais énormément, le nez veut lever. Puis il y a du roulis quand on tourne. Donc, tu sais, à la fin, c'est pas un véhicule sport. Clientèle cible de ces véhicules-là priorise le confort, mais aime conduire. Bien, en mode sport, va quand même là, avoir un agrément là, qui est quand même assez intéressant parce que le mode sport change définitivement le comportement du véhicule. On va remettre ça en mode éco. Puis là, la calibration de la pédale d'accélérateur est complètement changée. Le siège vient de se dégonfler, beaucoup plus mou, beaucoup plus large. Puis là, on roule là, dans un confort princier, comme j'aime dire. C'est là qu'on va parler le plus en détail de l'autonomie de ce véhicule-là. Je vous ai montré là, mes consommations précédentes dans le dernier segment. C'est bien, mais la cote là, EPA est de 383 km. C'est assez moyen. J'ai regardé à l'intérieur du document de certification que l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement américaine, a redonné à Hyundai, Kia, Genesis. Et les résultats du test, là, ils font à peu près 5 tests. L'EPA, un test hiver, un test autoroute, un test ville, peu importe. Les résultats obtenus pour ces véhicules-là sont supérieurs à ce que Genesis annonce, de 383 km. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que malgré que les résultats sont supérieurs, tu sais, des consommations sous les 20 kWh par 100 km, là, autour de 17, même 16, ce qui est très, très bas, là, puis je ne suis pas sûr qu'on peut faire ça, bien, ils ont décidé de mettre un facteur multiplicatif pour moduler les attentes ici. Je pense que la clientèle qui achète des véhicules comme ça n'a pas envie de se faire avoir ou peut-être n'a pas envie de gérer ce trouble-là. Donc, en ayant une autonomie affichée plus faible, ça filtre une partie de la clientèle, puis c'est vraiment une clientèle avertie qui comprend ce qu'il fait, qui va aller récupérer ce véhicule-là, ce qui est tout à fait correct. Ça module les attentes ici, parce qu'en réalité, hein, la règle générale, on voit l'autonomie affichée, on va toujours faire en bas, quelques véhicules, on va faire plus. Ici, on va majoritairement faire plus que l'autonomie affichée parce que Genesis a gardé une petite gêne, j'ai dit on va baisser artificiellement notre autonomie pour justement s'assurer qu'on n'ait pas de problème avec ça. C'est une façon de le faire. D'autres constructeurs vont aller à l'inverse, vont prendre les résultats bruts du test et vont le tirer sur le papier. Mais lorsqu'on roule, hein, là, je suis sur une route à 4 voies là, dans l'ouest de l'Ontario, on n'entend rien. 69 décibels à 100 km/h dans ce véhicule-là mesuré. Wow! C'est un coffre-fort. Un des véhicules électriques les plus silencieux que j'ai essayé. J'avais essayé le EQE SUV ultra silencieux, mais on était dans un véhicule qui était 40 000 $ plus cher que lui. Puis là, on a le même niveau sonore, la même absence de son, en fait, c'est le même silence. C'est vachement impressionnant. Vitre double aux 4 coins. Le Genesis GV70, si on résume ça en une expression, une petite phrase, c'est tout en douceur. Ça me fait penser beaucoup à un produit Lexus et à un produit Mercedes en même temps. Peut-être pas un produit Audi ou un produit BMW parce que c'est beaucoup moins sportif que ce qu'on s'attend d'une BMW ou d'une Audi. Mais dans l'univers de Mercedes et de Lexus, je trouve que ce véhicule-là a vraiment sa place. Puis des gens qui pourraient, supposons, avoir un Lexus RX 350 de quelques années voudraient remplacer leur véhicule.
Bien, ça, c'est un bon choix, selon moi. Les freins sont extrêmement puissants, les freins à friction. Je vais bientôt mettre les freins à fond. Oh! Wow! Ça sert. Et la ceinture, hein, comme dans une bonne voiture sport ou une bonne voiture allemande de qualité, elle vous donne un coup pour se prétentionner. Beaucoup de gens n'aiment pas ça, trouvent ça dérangeant. Moi, j'adore ça. C'est super. Ça me fait penser à la Porsche 911 Carrera 4S que j'ai essayé en Allemagne sur l'autobahn. Il y a de cela quelques années, c'était toute qu'une expérience. Et là, vous allez me dire, Alexandre, tu n'as pas fait de défi 500 km avec le GV70? Vous avez raison. J'ai manqué de temps cette semaine. La distance était un peu limitée avec le véhicule. C'est la première fois qu'on emprunte un véhicule Genesis. Par contre, j'ai fait des analyses assez approfondies. Puis évidemment, je vais vous donner un temps estimé du défi 500 km. C'est un véhicule que je crois qui peut faire entre 4h55 et 5h10 le défi 500 km. C'est quasiment là, dans le top là, de la classe des véhicules. Parce que, dans le fond, l'autonomie sur l'autoroute, la bonne allure, va quand même être assez limitée. Là, moi, je pense que c'est maximum 285-320 km. Après ça, on peut faire une recharge rapide en 18 minutes, ce qui est tout à fait faisable avec ces véhicules-là, lorsqu'on prend les bonnes précautions, préconditionner tout ça. Puis après ça, là, on peut faire le deuxième segment, puis compléter le 500 km. Puis là, je vous dis, là, avec une vitesse moyenne un peu en haut de 100 km/h, là, globalement, là, ça nous donne un genre de 4h55. Comme je vous dis, ça serait mon estimation, là, défi 500 km de ce véhicule-là. Lorsqu'on aura plus de temps, bien, on testera le GV60 qui est un Genesis complètement électrique, puis on refera le test de celui-ci, puis peut-être même qu'il va être mis à jour là, lorsqu'on l'essayera. Donc, ce n'est que partie remise ici. On va aller essayer les aides à la conduite du GV70. On va juste entrer sur l'autoroute en direction du centre-ville de Toronto ici. Oh! Hey boy! En mode éco, là, il y a du roulis. Ah! Mais bon, je vous recommande quand même de conduire le véhicule en mode éco le plus possible. C'est vraiment le mode le plus souple, le plus confortable, le plus agréable de ce véhicule-là. Là, c'est le temps de mettre le Highway Driving Assist du groupe Hyundai Kia Genesis. C'est une assistance de conduite hautement avancée. On va mettre ça à 110 km/h. Et voilà, j'ai mis la distance de suivi numéro 2. La beauté du Highway Driving Assist, c'est qu'il est extrêmement permissif. Hier, je revenais d'un spectacle dans la région de Toronto, puis j'avais à peu près là, un 10 km d'embouteillage à faire. J'ai mis le Highway Driving Assist et on m'a demandé de mettre mes mains sur le volant une fois en 23 minutes. Évidemment, on roulait à une vitesse de 10-12 km/h, là, mais c'était vraiment impressionnant. Plusieurs systèmes vont vous demander périodiquement qu'une période de temps de mettre les mains, mais lui, ce système-là évalue vraiment la difficulté de la tâche qu'il a à faire et aussi le niveau d'attention qu'il a besoin du conducteur. Puis il y a des petits capteurs infrarouges aussi qui regardent votre visage. Fait que si vous êtes sécuritaire et vous ne taponnez pas trop sur votre téléphone, ma foi, système parfait pour négocier les embouteillages. Mais là, on est dans la circulation un peu plus fluide. On est à notre vitesse de croisière de 110 km/h. On va mettre le changement de voie automatique. Et là, on réessaye momentanément 3 fois le clignotant et le véhicule, tout doucement, se tasse, se change de voie et tout est beau. C'est relativement lent comme système. J'ai porté la même critique là, sur Hyundai Ioniq 5 aussi. Par contre, EV9, bien, le changement de voie se fait beaucoup plus rapide. De ce que je comprends, là, toute l'architecture logicielle puis aide à la conduite dans le EV9, c'est comme une génération plus tard de des véhicules dans le véhicule dans lequel on conduit. Puis c'est ça la petite différence là, de rapidité au système à négocier un changement de voie. Mais d'un point de vue de confort de roulement, l'agrément, c'est sûr que vous voulez faire de la longue route avec ce véhicule-là, on met le Highway Driving Assist, puis c'est souple, on est bien, c'est silencieux. J'ai mon banc ventilé à la puissance numéro 3, mes fesses sont au frais, je suis bien, j'ai le massage du siège qui est en mode là, corps complet. J'ai même là, des petites poches d'air qui sont en train de masser là, le bas de mon corps. C'est merveilleux. Hein? C'est une expérience Mercedes dans un véhicule beaucoup moins cher. Mais c'est pas une Mercedes, hein? Je comprends. Puis certaines personnes vont dire « Ouais, mais Alexandre, là, c'est Genesis, c'est juste un Hyundai. » Oui, mais quand même, l'expérience ici est supérieure à un Hyundai en tout point. En tout point. C'est vraiment un véhicule complètement différent, avec de l'équipement différent, puis avec un tuning différent. Les bureaux d'ingénierie de Genesis sont majoritairement en Allemagne. C'est des véhicules designés par des gens qui sont engagés par Hyundai en Allemagne. Puis beaucoup de leurs véhicules de la série N aussi sont développés en Allemagne. Puis aussi, c'est ça qu'on ressent. Là, on voit qu'il y a de l'inspiration qui a été cherchée de chez Mercedes, peut-être même des anciens employés des constructeurs allemands. Très intéressant ici.
Et voici ce qui met fin à notre revue du Genesis GV70 électrifié. J'ai été charmé par l'exécution de cette adaptation d'un véhicule thermique à véhicule électrique. Habituellement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quand même, Hyundai reste probablement les maîtres dans cet art. Kia Niro et Hyundai Kona EV sont des excellents exemples d'adaptation qui sont réussis. Le GV70 électrifié, même chose. Malgré que l'autonomie affichée par le gouvernement est relativement faible, à 383 km, c'est pas super compétitif. Prix relativement élevé, mais c'est tout inclus. Tout ce que vous avez vu est inclus dans le prix, donc tel que tel dans la catégorie. Qualité de construction exceptionnelle, silencieux, confortable. C'est un excellent véhicule. Si vous recherchez un véhicule électrique cossu, confortable, mais qui ne coûte pas le prix d'un Mercedes EQE, vous devriez peut-être regarder ici. Sur ce, on se laisse là-dessus.